Les visions de Camille, la jeune médium de Lyon. L'éveil. Les pavés humides du vieux Lyon luisaient sous le clair de lune de cette froide soirée d'octobre 1858. Une fine bruine, caractéristique des automnes lyonnais, enveloppait les ruelles médiévales d'un voile mystérieux. Dans ce décor gothique, une silhouette solitaire se hâtait le long des traboules, ces passages secrets qui traversaient les immeubles centenaires. Camille Dubois, 16 ans à peine, serrait contre elle son châle élimé, seule protection contre l'humidité pénétrante. Ses cheveux châtains, rassemblés en une tresse désordonnée, s'échappaient par mèches rebelles, formant une auréole vaporeuse autour de son visage pâle. Sa robe noire, vestige d'un deuil encore récent, témoignait silencieusement de la tragédie qui avait bouleversé sa vie 6 mois plus tôt. La jeune fille pressait le pas vers la pension Madame Beauchamp, où elle travaillait comme aide-cuisinière depuis la mort de ses parents. L'établissement, une imposante bâtisse de pierre dorée typique de Lyon, se dressait au coin de la rue Saint-Jean, ses fenêtres illuminées comme autant de phares dans la nuit tombante. « Je vais encore être en retard », murmurait-elle pour elle-même, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Elle avait perdu la notion du temps au marché des Célestins, absorbée par une étrange sensation qui l'avait saisie devant l'étal du boucher. Pendant un instant, elle avait cru voir une femme âgée lui faire signe, mais lorsqu'elle s'était approchée, il n'y avait personne. Ces visions fugaces la poursuivaient depuis l'enfance, mais depuis la mort de ses parents, elles étaient devenues plus fréquentes, plus intenses. Parfois, c'étaient des visages qu'elle apercevait dans les reflets des vitres. D'autres fois, des voix murmuraient à son oreille des mots qu'elle seule pouvait entendre. Elle avait appris à les ignorer, craignant qu'on ne la prenne pour une folle si elle en parlait. La lourde porte de la pension grinça sur ses gonds lorsque Camille la poussa. L'intérieur était chaleureux, empli des odeurs réconfortantes de cuisine et de cire d'abeille. Des rires et des conversations étouffées s'échappaient du salon, où les pensionnaires se réunissaient pour la veillée. Mademoiselle Dubois. La voix stridente de Madame Beauchamp la fit sursauter. La propriétaire des lieux, une femme corpulente d'une 50aine d'années, se tenait en haut de l'escalier, les poings sur les hanches. « Vous êtes en retard, encore une fois. »« Je vous prie de m'excuser, madame, » répondit Camille en baissant les yeux. Le marché était bondé aujourd'hui. Des excuses, toujours des excuses, grommela Madame Beauchamp. Allez donc ranger la cuisine, et plus vite que ça. Les casseroles ne vont pas se nettoyer toutes seules. Camille se hâta vers la cuisine, son refuge depuis qu'elle avait trouvé cet emploi. La pièce était vaste, avec un imposant fourneau en fonte qui occupait tout un mur. Des casseroles en cuivre pendaient aux poutres apparentes, jetant des reflets rougeoyants à la lueur des lampes à huile. Alors qu'elle commençait à ranger la vaisselle du dîner, une sensation familière la parcourut. L'air sembla soudain plus dense, plus froid. Les flammes des lampes vacillèrent sans qu'il y ait le moindre courant d'air. Dans le reflet de la fenêtre, une lueur bleutée attira son attention. Le cœur battant, Camille se retourna lentement. Là, près du fourneau, se tenait la silhouette translucide d'une femme âgée. Son visage était doux, empreint d'une bonté qui rappelait à Camille sa grand-mère disparue. Mais ce n'était pas elle. « N'aie pas peur, mon enfant, » murmura la voix, aussi claire que si elle avait été prononcée par une personne vivante. « Je suis ici pour te guider. » Les jambes tremblantes, Camille s'appuya contre l'évier. C'était la première fois qu'une de ses visions lui parlait aussi distinctement. D'habitude, ce n'étaient que des murmures incompréhensibles, des sensations fugaces. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle. Le sourire de l'apparition s'élargit. « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ton don, Camille. Il est temps que tu l'acceptes. »« Mon don ?» La jeune fille secoua la tête. « Je ne comprends pas. Tu as toujours su que tu étais différente. Ces visions que tu as depuis l'enfance, ces voix que tu entends. Ce ne sont pas des hallucinations, mon enfant. Tu es un pont entre deux mondes. » Un bruit de pas dans le couloir fit sursauter Camille. Quand elle regarda à nouveau vers le fourneau, l'apparition avait disparu. Seul un léger parfum de lavande flottait encore dans l'air, comme une trace de ce moment extraordinaire. « Tout va bien, Camille. » La voix de Sophie, l'une des servantes, la ramena à la réalité. « J'ai cru t'entendre parler. »« Oui, oui, » répondit-elle précipitamment. « Je chantonnais, c'est tout. » Sophie haussa les épaules et repartit, laissant Camille seule avec ses pensées tumultueuses. Elle reprit machinalement son travail, mais son esprit était ailleurs. Les paroles de l'apparition résonnaient dans sa tête, un pont entre deux mondes. Cette nuit-là, allongée dans son petit lit sous les combles,
Camille ne put trouver le sommeil. Les événements de la soirée tournaient en boucle dans son esprit. Elle repensait à toutes ces années où elle avait douté d'elle-même, où elle avait cru devenir folle. Et si tout cela avait un sens? Si ces visions n'étaient pas une malédiction mérindon? Elle se rappela soudain avoir entendu parler d'un certain Allan Kardec, un homme qui étudiait les phénomènes spirites à Paris. On disait qu'il rassemblait des témoignages de personnes capables de communiquer avec les morts. Peut-être n'était-elle pas seule, après tout. Un coup frappé contre le mur la fit sursauter. Dans la pénombre de sa chambre, les ombres semblaient danser. Une voix douce, différente de celle de la cuisine mais tout aussi bienveillante, murmura « Ton voyage commence maintenant, Camille. Nous serons là pour te guider. » La jeune fille ferma les yeux, mais pour la première fois de sa vie, ce n'était pas pour échapper à ses visions. Cette fois, elle les accueillait, acceptant enfin cette part mystérieuse d'elle-même qu'elle avait si longtemps niée. Au loin, les cloches de la cathédrale Saint-Jean sonnèrent minuit. Dans les ruelles endormies du Vieux-Lyon, une nouvelle histoire commençait. L'histoire d'une jeune fille ordinaire qui allait bientôt découvrir qu'elle avait un rôle extraordinaire à jouer dans ce monde, et dans l'autre. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une certitude nouvelle. Les visions qui l'avaient tant effrayée prenaient maintenant un sens différent. Alors qu'elle descendait l'escalier grinçant pour commencer sa journée de travail, elle remarqua des détails qu'elle n'avait jamais vraiment vus auparavant, les ombres qui semblaient plus profondes dans certains coins, les courants d'air inexplicables, les chuchotements à peine audibles. La cuisine était déjà en effervescence quand elle y entra. Madame Beauchamp supervisait la préparation du petit déjeuner, donnant des ordres à droite et à gauche de sa voix autoritaire. Mais aujourd'hui, Camille percevait autre chose derrière cette façade sévère, une profonde solitude, une douleur ancienne qui ne demandait qu'à être apaisée. « Ah, vous voilà enfin, mademoiselle Dubois, lança Madame Beauchamp. Les croissants ne vont pas se servir tout seuls. » Camille s'apprêtait à répondre quand une présence familière l'enveloppa. La même sensation que la veille, mais plus douce, plus contrôlée. Et soudain, elle sut. Elle sut que la vie telle qu'elle la connaissait était sur le point de changer à jamais. « Oui, madame, répondit-elle simplement, un léger sourire aux lèvres. Je m'en occupe tout de suite. » Car maintenant, elle comprenait que son véritable travail ne faisait que commencer. Le message. Une semaine s'était écoulée depuis la première apparition dans la cuisine de la pension Beauchamp. L'automne s'installait doucement sur Lyon, parant les arbres des quais de la Saône de teintes dorées et cuivrées. Dans le petit salon de la pension, Camille époussetait méticuleusement les bibelots de porcelaine, l'esprit encore troublé par les événements récents. Le salon était la fierté de Madame Beauchamp, une pièce élégante aux murs tapissés de soie verte, meublée avec goût de fauteuil Louis XV et d'une imposante bibliothèque en acajou. C'était ici que les pensionnaires se réunissaient pour lire, broder ou simplement converser autour d'une tasse de thé. Alors qu'elle passait son plumeau sur un délicat vase de sève, Camille sentit ce frisson désormais familier parcourir son échine. La température de la pièce chuta brusquement, et les rideaux de dentelle s'agitèrent sans qu'il y ait le moindre courant d'air. Une présence invisible mais palpable emplit l'espace. « Ta grand-mère veut que tu saches qu'elle veille sur toi, Marie, entendit-elle distinctement dans sa tête. La voix était douce, maternelle, mais ce n'était pas celle de l'apparition de la cuisine. Cette fois, c'était différent. Camille regarda autour d'elle, confuse. Marie? Elle ne connaissait personne de ce nom parmi les pensionnaires. Pourtant, les mots continuaient d'affluer, précis et insistants, dis-lui que les roses qu'elle plante chaque printemps dans le jardin de la maison familiale fleurissent toujours. Dis-lui que le médaillon qu'elle cherche est caché dans la boîte à couture de sa mère, celle avec les papillons peints sur le couvercle. Le message était si spécifique que Camille sentit son cœur s'accélérer. Comment pourrait-elle transmettre ces informations alors qu'elle ne connaissait pas cette Marie? Et si elle passait pour une folle? Si on la chassait de la pension? Mademoiselle Dubois. La voix de Madame Beauchamp la fit sursauter. Quand vous aurez fini de rêvasser, venez m'aider à préparer la chambre bleue. Nous attendons une nouvelle pensionnaire ce soir. Oui, madame, répondit Camille, reconnaissante de cette distraction. La chambre bleue était la plus belle de la pension, réservée aux hôtes de marque. Située au premier étage, elle offrait une vue imprenable sur la Saône et la colline de Fourvière. Tandis qu'elle aidait à changer les draps et à disposer des bouquets de chrysanthèmes fraîchement cueillis, Camille ne pouvait s'empêcher de penser au message mystérieux. Le soir venu, alors que les lampes à huile projetaient leurs ombres dansantes sur les murs, une calèche s'arrêta devant la pension. Du premier étage, Camille observa l'arrivée de la nouvelle pensionnaire.
C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, vêtue d'une élégante robe noire. Son visage, encadré par des boucles brunes, portait une expression de profonde mélancolie. Madame Laurent, annonça Madame Beauchamp d'une voix inhabituellement respectueuse. Soyez la bienvenue à la pension. J'espère que vous trouverez ici le repos que vous cherchez. Marie Laurent, murmura Camille pour elle-même, sentant son cœur faire un bond dans sa poitrine. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle montait le thé à la nouvelle pensionnaire, Camille hésita devant la porte de la chambre bleue. Son plateau tremblait légèrement dans ses mains moites. Après avoir pris une profonde inspiration, elle frappa. « Entrez » répondit une voix douce. Marie Laurent était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux. De près, Camille remarqua ses yeux rougis, comme si elle avait pleuré récemment. La pièce était imprégnée d'une atmosphère de tristesse paisible. « Votre thé, madame » dit Camille en posant le plateau sur la petite table. Puis, rassemblant tout son courage, elle ajouta « Et, un message ». Marie leva les yeux, surprise. « Un message ? De qui ? » « De votre grand-mère » répondit Camille dans un souffle. Les mots suivants sortirent d'eux-mêmes, « Elle veut que vous sachiez que les roses fleurissent toujours dans le jardin. Et le médaillon que vous cherchez, il est dans la boîte à couture de votre mère, celle avec les papillons peints. » Le livre glissa des genoux de Marie et tomba sur le tapis avec un bruit sourd. Son visage avait pâli. « Comment savez-vous cela » balbutia-t-elle. « Ma grand-mère est décédée il y a 3 jours à peine. Personne ici ne pouvait le savoir. » Les larmes aux yeux, Marie se leva et s'approcha de Camille. « Le médaillon, je le cherche depuis des semaines. C'était le dernier cadeau de ma grand-mère, mais je l'ai égaré peu avant sa mort. Je n'ai jamais osé lui dire. » Un silence chargé d'émotion emplit la pièce. Puis Marie prit les mains de Camille dans les siennes. « Vous êtes médium, n'est-ce pas » Camille hocha la tête, incertaine. « Je crois. Ces choses m'arrivent depuis l'enfance, mais c'est devenu plus fort récemment. » Le visage de Marie s'illumina soudain. « Mon oncle doit absolument vous rencontrer, » dit-elle avec animation. « Il étudie ces phénomènes depuis des années. Il s'appelle Allan Kardec. » Ce nom fit l'effet d'un coup de tonnerre dans l'esprit de Camille. Allan Kardec, l'homme dont elle avait entendu parler, celui qui étudiait les communications avec l'au-delà. Et Marie était sa nièce. « Il est à Paris » poursuivit Marie. Il travaille sur un livre qui révolutionnera notre compréhension du monde spirituel. Votre don, il est précieux, Camille. Vous pourriez aider tant de gens. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Camille repensa à cette conversation extraordinaire. Les esprits qui la guidaient l'avaient-ils menée délibérément vers Marie ? Était-ce le début du chemin qu'ils avaient évoqué ? Le lendemain matin, la routine de la pension reprit son cours, mais tout semblait différent aux yeux de Camille. Les pensionnaires qui prenaient leur petit déjeuner dans la salle à manger n'étaient plus de simples clients, chacun portait une histoire, des liens invisibles avec ceux qui étaient partis. Marie passa la journée à écrire une longue lettre à son oncle. De temps en temps, Camille la surprenait à l'observer avec un mélange de curiosité et de respect. L'après-midi, alors qu'elle servait le thé dans le salon, elle entendit Marie parler d'elle à voix basse avec Madame Beauchamp. « Cette jeune fille a un don extraordinaire, disait-elle. Elle m'a apporté plus de réconfort en quelques minutes que tous les mots de condoléances que j'ai reçus. » Madame Beauchamp semblait sceptique, mais elle écoutait avec attention. Camille remarqua que le regard de la propriétaire avait changé quand elle croisa son chemin plus tard. Il y avait moins de sévérité, plus de curiosité. Le soir venu, alors que Camille rangeait la cuisine, l'esprit qui l'avait guidée la première fois réapparut. Cette fois, elle n'eut pas peur. « Tu vois maintenant pourquoi nous t'avons choisi, » dit la voix bienveillante. « Tu as le pouvoir d'apporter la paix aux vivants en leur transmettant l'amour de ceux qui sont partis. »« Mais pourquoi moi ?» demanda Camille. « Je ne suis qu'une simple servante. Les dons spirituels ne connaissent pas les barrières sociales, mon enfant. Ce qui compte, c'est la pureté du cœur et la force de l'âme. » L'apparition se dissipa lentement, laissant derrière elle une sensation de chaleur et de détermination. Camille comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Le message qu'elle avait transmis à Marie n'était que le premier d'une longue série. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du don de Camille se répandit discrètement parmi les pensionnaires. On commença à lui glisser des petits mots, à lui demander des entretiens privés. Certains la regardaient avec méfiance, d'autres avec espoir.
Marie devint sa protectrice et son guide, lui apprenant ce qu'elle savait des théories de son oncle sur le spiritisme. Elle lui prêta des livres, des notes, des articles. Le soir, dans la chambre bleue, elle parlait pendant des heures du monde des esprits, de la vie après la mort, des possibilités infinies de communication entre les deux mondes. Un matin, alors que l'automne cédait doucement la place à l'hiver, une lettre arriva de Paris. Elle portait le sceau d'Allan Kardec lui-même. Le destin de Camille était en marche, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Les doutes? L'hiver s'était installé sur Lyon, enveloppant la ville dans son manteau de brume glacée. Un mois s'était écoulé depuis l'arrivée de Marie-Laurent à la pension Beauchamp, et la vie de Camille avait pris un tournant inattendu. Sa réputation de médium s'était répandue dans le quartier comme une traînée de poudre, attirant une procession constante de visiteurs en quête de réconfort. Ce matin-là, alors que les premiers rayons du soleil perçaient timidement la brume, Camille observait la rue depuis la fenêtre de sa mansarde. Les toits du Vieux Lyon, saupoudrés de givre, brillaient doucement. La jeune fille n'avait guère dormi, troublée par des visions plus intenses que d'habitude. « Camille !» La voix de Marie la tira de sa rêverie. « Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. » Dans le petit salon où elle recevait désormais ses visiteurs, une femme d'âge mûr attendait, ses mains gantées de noir serrées nerveusement sur son manchon. Ses yeux rougis trahissaient un chagrin récent. Madame Dufour présenta Marie avant de se retirer discrètement. À peine la porte s'était-elle refermée qu'une présence familière envahit la pièce. L'esprit d'un jeune homme se matérialisa près de la cheminée, son visage empreint d'une tristesse infinie. « Mon fils » murmura Madame Dufour, qui ne pouvait le voir mais semblait sentir sa présence. « Il est parti si brutalement. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. » Les mots de l'esprit affluèrent dans l'esprit de Camille. « Dites à ma mère que je ne souffrais pas, dites-lui que je pensais à elle quand c'est arrivé, que je regrette notre dernière dispute. » Alors que Camille transmettait le message, des larmes coulaient silencieusement sur les joues de la visiteuse. Mais soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. « Quelle ignoble mascarade !» tonna une voix masculine. Dans l'encadrement se tenait un homme d'une cinquantaine d'années, grand et austère dans son costume noir. Ses yeux gris lançaient des éclairs de colère. « Docteur Rousseau !» s'exclama Madame Dufour en se levant précipitamment. « Ma chère amie, dit-il d'une voix radoucie, je vous cherchais partout. Votre domestique m'a dit que je vous trouverais ici, dans cet antre de superstition. » Le docteur Gabriel Rousseau était une figure respectée de la société lyonnaise. Médecin réputé et membre éminent de la société scientifique, il était connu pour son opposition farouche au spiritisme naissant. Cette jeune personne, poursuivit-il en désignant Camille d'un geste méprisant, abuse de votre vulnérabilité. Le chagrin nous rend réceptifs aux plus grotesques supercheries. Camille sentit son cœur se serrer. L'esprit du jeune homme s'était évanoui, laissant place à un froid glacial. « Monsieur » intervint Marie qui venait d'entrer, alertée par le bruit, « vous n'avez pas le droit. »« J'ai tous les droits » coupa le médecin. « En tant que membre du conseil municipal et de la société scientifique, j'ai le devoir de protéger nos concitoyens contre ces charlatans qui profitent de leur détresse. » Se tournant vers Camille, il ajouta d'une voix menaçante, « Quant à vous, ma petite, je vous conseille de cesser immédiatement vos activités, ou je me verrai contraint de prendre des mesures. » L'incident fit rapidement le tour du quartier. Dans les jours qui suivirent, les visites se raréfièrent. Même Madame Beauchamp, qui avait fini par accepter tacitement les activités de Camille, commença à manifester une certaine nervosité. Un soir, alors que Camille rangeait la bibliothèque, elle surprit une conversation entre la propriétaire et le docteur Rousseau. « Cette fille est une menace pour votre établissement, disait-il. Imaginez le scandale si la presse s'en mêlait. Votre pension perdrait toute sa respectabilité. » « Mais elle est si jeune, objecta Madame Beauchamp. Où irait-elle? Ce n'est pas votre problème. D'ailleurs, j'ai des raisons de croire qu'elle n'agit pas seule. Il y a probablement une organisation derrière tout cela. » Camille sentit son sang se glacer. Une organisation? Elle qui avait toujours été seule avec son don, jusqu'à l'arrivée de Marie. Ce soir-là, réfugiée dans sa chambre, elle laissa libre cours à ses larmes. Les esprits qui la guidaient habituellement restaient étrangement silencieux. Un léger coup à sa porte la fit sursauter. C'était Marie, accompagnée d'un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu. « Camille, je vous présente Antoine Mercier, » dit Marie. Il est journaliste et s'intéresse au spiritisme. Antoine était grand, avec des yeux verts pétillants d'intelligence et une élégance décontractée dans sa mise. Il s'inclina légèrement. « Mademoiselle Dubois, votre réputation vous précède.
Je prépare un article sur les nouveaux phénomènes spirituels, et votre cas m'intéresse particulièrement. Quelque chose dans son regard troubla Camille. Était-ce de la curiosité sincère ou autre chose? Le docteur Rousseau n'est qu'un homme, poursuivit Antoine. Certes influx, mais pas invincible. Avec un article bien écrit, nous pourrions présenter votre don sous un jour plus favorable. Les jours suivants virent Antoine devenir un visiteur régulier de la pension. Il assistait aux séances, prenait des notes, posait des questions pertinentes. Camille se surprit à apprécier sa présence, sa conversation vive, son esprit ouvert. Parfois, elle surprenait son regard posé sur elle avec une intensité troublante. Mais le docteur Rousseau ne restait pas inactif. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. On disait que Camille utilisait des trucs de prestidigitation, qu'elle se renseignait sur ses visiteurs à l'avance, qu'elle était en contact avec des sociétés secrètes. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché, elle fut abordée par une femme en noir. « C'est vous, la sorcière de la pension Beauchamp » cracha-t-elle. « Mon mari est mort à cause de vos mensonges. Il a refusé de voir un médecin, persuadé que vous pouviez le guérir avec vos esprits. » Camille ne reconnaissait pas cette femme. Elle n'avait jamais prétendu guérir qui que ce soit. Mais le mal était fait. L'incident attira une petite foule, et bientôt des murmures hostiles s'élevèrent. Ce soir-là, une séance particulièrement importante était prévue. Une famille noble de Lyon avait sollicité une communication avec leur fils, mort au combat en Crimée. Marie avait insisté pour qu'Antoine soit présent. La séance commença normalement. Les esprits se manifestèrent avec une force inhabituelle, faisant trembler les objets dans la pièce. Camille transmettait les messages avec une clarté remarquable, quand soudain la porte s'ouvrit avec violence. Le docteur Rousseau se tenait là, accompagné de 2 policiers et d'un groupe de notables. « Arrêtez cette mascarade » hurla-t-il. « J'ai les preuves de votre imposture. » Mais à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une force invisible traversa la pièce comme une vague. Les rideaux se mirent à claquer, les meubles à trembler. Une voix profonde, que tous purent entendre distinctement, résonna. « La vérité ne peut être étouffée. » Le docteur Rousseau pâlit. Les policiers reculèrent, impressionnés. Dans la confusion qui suivit, Camille remarqua qu'Antoine avait sorti un carnet et écrivait frénétiquement. Plus tard cette nuit-là, alors que le calme était revenu à la pension, Marie vint trouver Camille dans sa chambre. « Mon oncle doit absolument être informé de ces événements, dit-elle. Il est temps que vous quittiez Lyon pour Paris. Vous n'êtes plus en sécurité ici. » Camille regarda par la fenêtre. Les lueurs de la ville scintillaient dans la nuit, comme autant d'esprits bienveillants. Elle savait que Marie avait raison. Une nouvelle page de sa vie allait s'écrire, loin de cette ville qu'il avait vue naître et grandir. Dans l'ombre de sa chambre, l'esprit qui l'avait guidé depuis le début apparut brièvement. « Le chemin sera difficile, murmura-t-il, mais tu n'es pas seul. N'oublie jamais cela. » Camille hocha la tête. Les doutes qui l'avaient assailli ces derniers temps se dissipaient peu à peu. Que importaient les menaces du docteur Rousseau, les rumeurs malveillantes, les regards suspicieux. Elle avait un don, et ce don était réel. Il était temps de l'assumer pleinement, quelles qu'en soient les conséquences. L'apprentissage. Paris, février 1859. La capitale française s'éveillait sous un ciel gris et bas, caractéristique des hivers parisiens. Dans une calèche qui remontait le boulevard Saint-Germain, Camille regardait avec émerveillement les immeubles haussmanniens qui défilaient sous ses yeux. Après 3 jours de voyage depuis Lyon, elle arrivait enfin à destination. Marie, assise en face d'elle, souriait avec bienveillance. « Mon oncle nous attend. Il a hâte de vous rencontrer, Camille. » Vaudon l'intrigue beaucoup. La calèche s'arrêta devant un immeuble élégant de la rue des Martyrs. Le cœur de Camille battait la chamade alors qu'elle gravissait l'escalier menant au 2e étage, où Alain Kardec avait établi son bureau et sa résidence. La porte s'ouvrit sur un homme d'une 50aine d'années, au visage avenant encadré de favoris grisonnants. Ses yeux brillaient d'une intelligence vive derrière ses lunettes rondes. « Ah, ma chère Marie !» s'exclama-t-il en embrassant sa nièce. Puis, se tournant vers Camille, « Et voici donc notre jeune médium lyonnaise. Entrez, entrez. Nous avons tant à discuter. » Le bureau d'Allan Kardec était une vaste pièce encombrée de livres, de documents et de lettres. Des étagères couraient du sol au plafond, croulant sous le poids des volumes. Sur un grand bureau en acajou, des piles de manuscrits côtoyaient des instruments scientifiques étranges. « Asseyez-vous,
Je vous en prie, dit Kardec en désignant 2 fauteuils. Marie m'a beaucoup parlé de vos dons, mademoiselle Dubois. Vos expériences à Lyon m'intéressent particulièrement. Pendant les 2 heures qui suivirent, Kardec interrogea Camille sur ses visions, prenant des notes dans un petit carnet. Il s'intéressait à chaque détail, la température de la pièce lors des manifestations, les sensations physiques qu'elle ressentait, la nature exacte des messages reçus. Vos dons sont remarquables, conclut-il. Mais ils doivent être cultivés avec sagesse. Le spiritisme n'est pas un spectacle de foire, c'est une science sérieuse qui mérite d'être étudiée avec rigueur. Se levant, il alla chercher un manuscrit sur son bureau. Voici mon prochain ouvrage, le livre des médiums. Il compile mes observations sur les différents types de médiumnité et leurs manifestations. J'aimerais que vous le lisiez attentivement. Les jours suivants furent consacrés à l'apprentissage. Kardec avait organisé un programme rigoureux pour Camille. Le matin, elle étudiait les théories spirites dans son bureau. L'après-midi, elle participait à des séances avec d'autres médiums. C'est ainsi qu'elle rencontra Amélie Boudet, l'épouse de Kardec, elle-même dotée de facultés médiumniques. Cette femme douce et cultivée prit Camille sous son aile, lui enseignant les techniques de concentration et de protection spirituelle. Les esprits sont partout autour de nous, expliquait Amélie. Mais tous ne sont pas bienveillants. Il faut apprendre à discerner ceux qui veulent nous aider de ceux qui cherchent à nous troubler. Un soir, alors qu'elle pratiquait ses exercices de méditation, Camille reçut une visite inattendue. L'esprit qui l'avait guidée à Lyon se matérialisa dans la pièce. « Tu progresses bien, dit-il avec approbation. Mais n'oublie pas que ton don n'est pas seulement une question de technique. C'est avant tout une question de cœur. Qui êtes-vous vraiment, osa enfin demander Camille. L'esprit sourit. Je suis celui qui veille sur les médiums depuis des siècles. Certains m'ont appelé le gardien. D'autres me connaissent sous d'autres noms. Ce qui importe, c'est la mission, pas l'identité. Les semaines passaient, et Camille sentait ses facultés se développer. Elle pouvait maintenant contrôler ses visions, les appeler ou les repousser à volonté. Les messages qu'elle recevait étaient plus clairs, plus précis. Mais le souvenir du docteur Rousseau la hantait toujours. Un matin, en lisant le journal, elle découvrit un article virulent signé de sa main. Il y dénonçait le charlatanisme spiritualiste qui gangrène notre société, et citait nommément la prétendue médium de Lyon. Ne vous laissez pas troubler par ces attaques, la rassura Kardec. J'ai moi-même fait l'objet de nombreuses critiques. La science officielle a toujours peur de ce qu'elle ne comprend pas. Un jour, alors qu'elle assistait à une séance particulièrement intense, Camille eut une révélation. Les esprits lui montrèrent des images du passé du docteur Rousseau, un homme brisé par la mort de sa femme, cherchant désespérément à la contacter, puis se réfugiant dans un scepticisme agressif quand il n'y était pas parvenu. La plus grande douleur, lui dit le gardien ce soir-là, est souvent celle qui se cache derrière la plus grande colère. Cette compréhension nouvelle donna à Camille une force supplémentaire. Elle n'était plus la jeune fille effrayée de Lyon. Sous la tutelle de Kardec et d'Amélie, elle devenait une médium accomplie. Les séances qu'elle conduisait maintenant attiraient un public choisi, scientifiques ouverts d'esprit, philosophes, écrivains. Victor Hugo lui-même, alors en exil, envoya un émissaire pour s'entretenir avec elle. Un soir de printemps, alors que les marronniers des boulevards commençaient à fleurir, une lettre arriva de Lyon. Elle était signée d'Antoine Mercier. « Chère mademoiselle Dubois, écrivait-il, vos adversaires s'organisent. Le docteur Rousseau a créé une société anti-spirit et prépare une campagne de dénigrement d'envergure nationale. Je pense qu'il est de mon devoir de vous en informer. » La lettre continua longuement, détaillant les actions prévues. Mais ce qui troubla le plus Camille, ce fut le ton personnel qu'employait Antoine, la façon dont il exprimait son admiration et son désir de la revoir. « Méfiez-vous de ce jeune homme, conseilla Amélie quand Camille lui montra la lettre. Ses intentions ne sont peut-être pas aussi pures qu'il le prétend. » Cette nuit-là, dans sa chambre, Camille réfléchit longtemps. Paris l'avait transformée. Elle n'était plus la simple servante de la pension Beauchamp. Grâce à Kardec, elle comprenait maintenant la portée de son don et la responsabilité qui l'accompagnait. Le lendemain matin, elle se rendit comme d'habitude au bureau de Kardec. Il travaillait sur les épreuves de son livre, mais il leva la tête quand elle entra. « Ah, Camille. J'allais justement vous faire appeler. J'ai reçu des nouvelles inquiétantes de Lyon. » Il lui tendit un journal. En première page s'étalait un article du docteur Rousseau, accompagné d'une caricature la représentant en sorcière maléfique.
Il ne s'arrêtera donc jamais, murmura-t-elle. La vérité finit toujours par triompher, répondit Kardec. Mais elle demande parfois du courage et de la patience. Êtes-vous prête à affronter cette tempête? Camille regarda par la fenêtre. Le soleil de printemps illuminait Paris, faisant scintiller les toits d'ardoise. Dans la rue, la vie suivait son cours, indifférente aux batailles qui se préparaient. Je suis prête, dit-elle avec une assurance nouvelle. Les esprits m'ont guidé jusqu'ici pour une raison. Je ne les décevrai pas. Kardec sourit avec fierté. Alors, commençons à préparer notre réponse. Pas avec la colère ou la haine, mais avec la force de la vérité et de la connaissance. Ce soir-là, dans le salon d'Amélie, une séance extraordinaire eut lieu. Les esprits se manifestèrent avec une puissance inédite, comme pour confirmer la détermination de Camille. Le gardien apparut une dernière fois, l'apprentissage est terminé, mon enfant. Maintenant commence le véritable combat. Camille hocha la tête. Elle était prête. L'humble servante de Lyon était devenue une femme forte, consciente de sa mission. Quoi que lui réserve l'avenir, elle l'affronterait avec courage et dignité. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau de mystère. Quelque part dans l'obscurité, le docteur Rousseau préparait ses attaques. Mais Camille ne le craignait plus. Elle avait trouvé sa voie, et rien ne pourrait l'en détourner. Les épreuves. Paris resplendissait sous le soleil de mai 1859. Les jardins des Tuileries étaient en fleurs, et les Parisiens profitaient des premières chaleurs printanières. Pour Camille, 3 mois s'étaient écoulés depuis son arrivée dans la capitale, 3 mois d'apprentissage intense auprès d'Allan Kardec. Ce matin-là, elle se préparait pour une séance particulièrement importante. Un groupe de scientifiques de l'Académie des sciences devait assister à une démonstration de ses facultés médiumniques. Kardec avait longuement hésité avant d'accepter cette rencontre, conscient des enjeux. « N'oubliez pas, lui dit-il alors qu'elle arrangeait le salon pour la séance, ces hommes ne viennent pas en amis. Ils cherchent à nous prendre en défaut. » Camille acquiesça, son visage reflétant une assurance nouvelle. Elle n'était plus la jeune fille timide de la pension Beauchamp. Les mois passés à Paris l'avaient transformée. Sa robe simple mais élégante, cadeau d'Amélie, soulignait cette métamorphose. Alors qu'elle disposait les chaises en cercle, une présence familière l'enveloppa. Le gardien, cet esprit bienveillant qui la suivait depuis Lyon, se matérialisa brièvement. « Sois prudente aujourd'hui, murmura-t-il. Parmi tes visiteurs se cache un adversaire redoutable. » Avant qu'elle ne puisse demander plus de précision, on frappa à la porte. Les scientifiques entrèrent, une demi-douzaine d'hommes d'âge mûr, vêtus de noir, leur scepticisme visible sur leurs visages austères. Mais c'est le dernier arrivant qui fit se figer Camille, Antoine Mercier. Le jeune journaliste semblait mal à l'aise, évitant son regard. Que faisait-il là? Sa dernière lettre, reçue quelques jours plus tôt, ne mentionnait pas sa venue à Paris. « Messieurs, commença Kardec, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Mademoiselle Dubois va maintenant démontrer ses facultés médiumniques dans des conditions que vous pourrez contrôler. » La séance débuta dans une atmosphère tendue. Les scientifiques avaient apporté leurs propres instruments, thermomètres, boussoles, appareils électriques. Ils prenaient des notes, chuchotaient entre eux, leur scepticisme palpable. Camille ferma les yeux, se concentrant comme Amélie le lui avait appris. Progressivement, la température de la pièce baissa. Les bougies vacillèrent sans qu'il y ait de courant d'air. Les instruments des scientifiques s'affolèrent. C'est alors qu'une voix s'éleva, celle d'un esprit que Camille n'avait jamais rencontré. « Professeur Dubois, votre expérience sur les courants électriques. Vous l'avez abandonné trop tôt. » L'un des scientifiques, un homme aux cheveux blancs, pâlit visiblement. « Comment pouvez-vous savoir cela? Votre ancien assistant, Charles Lambert, me le dit. Il regrette de ne pas avoir pu terminer ce travail avec vous avant sa mort. » Le professeur Dubois se leva brusquement. « C'est impossible. Personne ne savait. Ses recherches étaient secrètes. » Mais alors que la séance atteignait son point culminant, Antoine se leva à son tour. « Tout ceci n'est qu'une supercherie bien orchestrée, » s'écria-t-il. « J'ai les preuves que mademoiselle Dubois se renseigne à l'avance sur ses visiteurs. » Le chaos s'ensuivit. Les scientifiques se levèrent, certains protestant, d'autres approuvant Antoine. Kardec tentait de maintenir l'ordre, mais sa voix fut couverte par le tumulte. C'est alors que toutes les bougies s'éteignirent simultanément. Une lueur bleutée emplit la pièce, et le gardien se matérialisa,
visible de tous cette fois. Silence, tonna-t-il d'une voix qui fit trembler les vitres. Les scientifiques, pétrifiés, regardaient l'apparition avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Antoine Mercier, poursuivit le gardien, vous qui prétendez démasquer la vérité, il est temps de révéler la vôtre. Le jeune journaliste tremblait. Je ne comprends pas. Montrez-leur la lettre que vous portez dans votre poche. Celle du docteur Rousseau. D'une main tremblante, Antoine sortit une enveloppe froissée. Le professeur Dubois s'en empara et la lut à haute voix. C'était une lettre détaillant un plan pour discréditer Camille et le spiritisme, promettant une importante somme d'argent à Antoine en échange de sa collaboration. Je suis désolé, murmura Antoine en se tournant vers Camille. Au début, ce n'était qu'un travail. Mais plus je vous observais, plus je doutais. Je ne voulais pas faire ça, mais le docteur Rousseau. Il a des moyens de pression. Camille le regardait, le cœur serré. Elle avait cru voir en lui un ami, peut-être même plus. La trahison était amère. L'argent et la peur, dit le gardien, sont les armes favorites de ceux qui craignent la vérité. Mais ils ne peuvent rien contre la force de l'esprit. Puis, s'adressant aux scientifiques, messieurs, vous êtes venus chercher des preuves. Les voici. Que ferez-vous de cette connaissance? Le professeur Dubois s'avança. J'ai passé ma vie à étudier les lois de la nature. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui défie toutes mes certitudes. Je ne peux plus nier l'évidence. Les autres scientifiques acquiescèrent lentement, encore sous le choc. L'un d'eux sortit son carnet et commença à noter frénétiquement ses observations. Quand les bougies se rallumèrent, le gardien avait disparu. Les scientifiques prirent congé dans un état d'agitation visible, emportant avec eux une expérience qui allait bouleverser leurs convictions. Antoine resta en arrière. Camille, commença-t-il, je sais que je ne mérite pas votre pardon. Non, en effet, répondit-elle doucement. Mais je comprends mieux maintenant. Le docteur Rousseau est un homme dangereux, n'est-ce pas? Plus que vous ne l'imaginez. Il a des appuis partout, dans la police, la presse, l'administration. Cette démonstration d'aujourd'hui va le rendre furieux. Kardec, qui avait écouté en silence, intervint, alors nous devons nous préparer. Monsieur Mercier, si vous voulez vraiment réparer vos torts, vous pouvez nous aider. Cette nuit-là, Camille ne put trouver le sommeil. Les événements de la journée tournaient dans sa tête. La trahison d'Antoine, bien que douloureuse, n'était qu'un élément d'une bataille plus vaste. Amélie vint la trouver dans sa chambre. Les épreuves forgent les âmes fortes, dit-elle en s'asseyant au bord du lit. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'est qu'une étape de votre voyage. Parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine, avoua Camille. Tant de gens souffrent à cause de moi. Non, ma chère. Ils souffrent à cause de leur propre peur, de leur refus d'accepter ce qui dépasse leur compréhension. Votre don est une lumière dans les ténèbres. Ne la laissez jamais s'éteindre. Le lendemain matin, les journaux parisiens relataient déjà la séance extraordinaire. Les témoignages des scientifiques, en particulier celui du professeur Dubois, donnaient une légitimité nouvelle au travail de Kardec et de ses médiums. Mais Antoine avait apporté d'autres nouvelles inquiétantes. Le docteur Rousseau préparait une offensive majeure. Il avait réuni des témoignages hostiles à Lyon, forgé des preuves de supercherie, mobilisé ses relations dans la presse. Il arrive à Paris dans une semaine, annonça Antoine lors d'une réunion avec Kardec et Camille. Il compte présenter un dossier accablant à l'Académie de médecine. Alors nous l'attendrons, répondit Camille avec une détermination nouvelle. Cette fois, je ne fuirai pas. Le gardien apparut brièvement, approuvant d'un signe de tête. La véritable bataille allait commencer, et Camille était enfin prête à l'affronter. La trahison. Printemps 1860. Les rues pavées de Paris scintillaient sous la pluie printanière, reflétant les lumières vacillantes des réverbères. Dans son petit appartement de la rue Saint-Jacques, Camille contemplait la ville à travers sa fenêtre embuée, son cœur lourd de pressentiments. Les dernières semaines avaient été particulièrement éprouvantes, avec une succession de séances spirites qui l'avaient laissé épuisé, tant physiquement que mentalement. Ce matin-là, Marie fit irruption dans son appartement, le visage blême, tenant dans ses mains tremblantes le dernier numéro du « Journal des débats ». « Camille, il faut que tu vois ça » murmura-t-elle d'une voix étranglée. Les yeux de la jeune médium parcoururent rapidement l'article en première page, son sang se glaçant à chaque mot. Le docteur Rousseau, cet implacable opposant au spiritisme qu'il avait poursuivi jusqu'à Paris, venait de publier ce qu'il appelait des « preuves irréfutables » de sa prétendue imposture.
L'article détaillait une série de lettres, apparemment écrites de la main de Camille, qui expliquaient en détail comment elle orchestrait ses séances, manipulait les participants et créait l'illusion de manifestations spirituelles. C'est impossible, souffla Camille, ses mains tremblant tellement qu'elle dut reposer le journal. Je n'ai jamais écrit ces lettres. Les larmes lui montaient aux yeux tandis qu'elle lisait les passages cités, des mots qu'elle n'avait jamais prononcés, des confessions qu'elle n'avait jamais faites. Marie posa une main réconfortante sur son épaule. Nous savons tous que c'est faux, Camille. Allan Kardec lui-même a déclaré publiquement qu'il ne croyait pas un mot de ces accusations. Mais le mal était fait. Dans les jours qui suivirent, les invitations aux séances se firent plus rares. Certains disciples de Kardec, même parmi les plus fidèles, commencèrent à murmurer dans les couloirs. Les regards se détournaient à son passage, les conversations s'arrêtaient brusquement quand elle entrait dans une pièce. Un soir particulièrement sombre, alors qu'elle rentrait d'une séance désastreuse où la moitié des participants avaient quitté la salle avant même le début des manifestations, elle trouva Antoine qui l'attendait devant sa porte. Le jeune journaliste, qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs jours, avait le visage défait, les traits tirés par l'insomnie. « Camille, commença-t-il d'une voix rauque, je dois vous parler. Je ne peux plus porter ce fardeau. » Elle le fit entrer, son cœur battant la chamade. Dans la lumière tamisée de sa petite salle à manger, Antoine semblait plus pâle que jamais. Il resta debout, incapable de s'asseoir, torturant son chapeau entre ses mains. « Les lettres, dit-il finalement, les mots sortant comme arrachés de sa gorge, c'est moi qui les ai écrites. Le docteur Rousseau m'avait engagé pour vous espionner, pour gagner votre confiance et vous détruire. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Camille s'appuya contre le mur, ses jambes menaçant de se dérober sous elle. « Vous, depuis le début ?» Antoine secoua la tête violemment. « Au début, oui, c'était ma mission. Mais plus je vous observais, plus je passais de temps avec vous, plus je voyais. Je voyais la vérité. Ce que vous faites, Camille, c'est réel. Les manifestations, les messages, tout est authentique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Alors pourquoi ? Sa voix n'était qu'un murmure. Pourquoi avoir écrit ces lettres ? Le jeune homme s'effondra dans un fauteuil, le visage entre les mains. Il me faisait chanter. Il avait des informations sur ma famille, des secrets qui auraient pu ruiner ma sœur, son mariage. J'ai été lâche, Camille. J'ai choisi de vous trahir pour les protéger. Un silence pesant s'installa dans la pièce, rompu seulement par le tic-tac régulier de la pendule. Dehors, la pluie s'était intensifiée, martelant les vitres avec une fureur qui semblait faire écho à la tempête qui faisait rage dans le cœur de Camille. Soudain, la température de la pièce chuta brutalement. Les flammes des bougies vacillèrent, et une présence familière emplit l'espace. Camille la reconnut immédiatement, c'était sa mère, cette présence bienveillante qui l'avait guidée depuis le début de son aventure. « Ma chérie, » murmura la voix douce qu'elle connaissait si bien, la vérité finit toujours par éclater. Ne laisse pas la trahison d'un homme ébranler ta foi en ta mission. Antoine, témoin de ce phénomène, restait figé dans son fauteuil, les yeux écarquillés. La manifestation était si puissante que même lui, qui n'avait aucun don médiumnique, pouvait la ressentir. Les jours suivants furent particulièrement difficiles. La nouvelle de la confession d'Antoine se répandit rapidement dans les cercles spirites de Paris, mais le mal était fait. Le doute s'était installé, et même si certains revinrent vers elle, d'autres restèrent méfiants. Le docteur Rousseau, loin de se rétracter, intensifia ses attaques. Il organisa des conférences publiques où il exposait ce qu'il appelait les mécanismes de la supercherie spirite, utilisant les lettres falsifiées comme preuve, malgré les déclarations d'Antoine. Marie resta son plus fervent soutien, organisant des séances privées pour un cercle restreint de fidèles qui n'avaient jamais douté d'elle. C'est lors d'une de ces séances que se produisit un événement qui allait tout changer. Alors que Camille entrait en transe, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant, quelque chose de différent se produisit. La présence de sa mère, habituellement douce et rassurante, se fit plus intense, plus tangible que jamais. « Ma fille » résonna la voix, claire comme si elle parlait directement dans la pièce, « il est temps de montrer au monde la vérité dans toute sa puissance. Ne crains rien, nous sommes avec toi. » Cette nuit-là, Camille comprit que les épreuves qu'elle traversait n'étaient qu'une préparation. Les esprits qui la guidaient depuis le début avaient un plan, et la trahison d'Antoine, aussi douloureuse soit-elle, n'était qu'une étape sur son chemin. Dans son journal intime, cette nuit-là, elle écrivit « La trahison nous blesse profondément, mais peut-être est-ce parfois nécessaire pour nous faire grandir. Antoine croyait me détruire,
mais sa confession n'a fait que renforcer ma détermination. Les esprits m'ont montré que même dans nos moments les plus sombres, la lumière de la vérité continue de briller. Demain, je me lèverai plus forte, plus déterminée que jamais à montrer au monde que les liens entre notre monde et celui des esprits sont réels et sacrés. Le printemps parisien continuait son cours, indifférent au drame qui se jouait dans le petit appartement de la rue Saint-Jacques. Mais pour Camille, chaque jour apportait une nouvelle résolution. La trahison d'Antoine, aussi douloureuse soit-elle, n'était qu'un chapitre de son histoire. Et comme le lui avait dit sa mère, ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase de sa mission. Les soirées se suivaient, rythmées par les séances où Camille, malgré la tempête qui faisait rage autour d'elle, continuait de transmettre les messages des esprits avec une précision et une clarté renouvelées. Chaque manifestation, chaque communication réussie était une pierre de plus dans l'édifice de sa réhabilitation. Et pendant ce temps, dans l'ombre, le docteur Rousseau préparait ce qu'il croyait être son coup de grâce, ignorant que les forces qu'il cherchait tant à discréditer s'apprêtaient à lui donner la plus grande leçon de sa vie. La révélation. Été 1860. Par une chaude soirée de juillet, l'élite parisienne se pressait dans le grand salon des Beaux-Arts. L'air était lourd, chargé d'anticipation et de parfums capiteux. Les robes de soie bruissaient tandis que les dames s'installaient sur les chaises disposées en demi-cercle, leurs éventails battant frénétiquement pour combattre la chaleur étouffante. Le docteur Rousseau, droit et austère dans son costume noir, se tenait au centre de la pièce. Ses yeux brillaient d'une lueur triomphante alors qu'il observait la foule qui s'assemblait. Il avait minutieusement orchestré cette soirée, convaincu qu'elle marquerait la fin de ce qu'il appelait la supercherie spirit. Camille, vêtue d'une simple robe grise, attendait dans une petite antichambre. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait déterminé. Marie, fidèle à son habitude, était venue la soutenir. « Ma chère, murmura Marie en ajustant le col de la robe de Camille, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seule. Les esprits qui vous ont guidé jusqu'ici ne vous abandonneront pas ce soir. » Un sourire fragile éclaira le visage de la jeune médium. « Je le sais, Marie. Mais j'ai peur que leurs manifestations ne suffisent pas à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas croire. » Dans la salle principale, le brouhaha des conversations s'intensifiait. Des noms prestigieux de la science et de la société parisienne étaient présents, le professeur Lambert de l'Académie des sciences, la comtesse de Rochambeau, connue pour son scepticisme acéré, et même quelques journalistes des plus grands quotidiens de la capitale. Antoine, dissimulé dans un coin de la salle, sentait son cœur se serrer. Il savait que sa trahison passée avait contribué à cette situation, et bien qu'il eût avoué ses fautes, le remords le rongeait toujours. À 8 heures précises, le docteur Rousseau prit la parole. Sa voix, grave et assurée, résonna dans le salon soudain silencieux. « Mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce soir pour mettre fin à une mascarade qui n'a que trop duré. Le spiritisme, cette prétendue science des esprits, n'est qu'une vaste manipulation exploitant la crédulité des âmes en peine. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Le docteur poursuivit, un sourire satisfait aux lèvres. « J'ai invité ce soir mademoiselle Dubois, qui se prétend médium, à nous démontrer ses supposés dons. Mais cette fois-ci, les conditions seront strictement contrôlées. » Camille fit son entrée, le dos droit malgré les regards hostiles qui la transperçaient. Le silence qui s'abattit sur la salle était pesant, chargé de jugements préconçus et d'attentes malveillantes. Une table ronde avait été placée au centre de la pièce. 3 bougies l'éclairaient faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Le docteur Rousseau avait fait installer des appareils de mesure tout autour, thermomètres, baromètres, et même un nouveau dispositif censé détecter les mouvements d'air. « Mademoiselle, annonça-t-il d'une voix mordante, vous allez nous faire une démonstration de vos prétendus talents. Mais attention, au moindre signe de tricherie, je n'hésiterai pas à vous démasquer. » Camille s'assit calmement à la table. Ses yeux balayèrent la salle, croisant brièvement le regard d'Antoine qui lui adressa un imperceptible signe d'encouragement. Elle ferma les yeux et respira profondément. Les premières minutes furent d'un calme absolu. Certains spectateurs commençaient déjà à s'agiter, échangeant des regards entendus ou des sourires moqueurs. Le docteur Rousseau se préparait à prendre la parole pour déclarer l'expérience infructueuse quand la température de la pièce chuta brutalement. Les thermomètres s'affolèrent, leurs aiguilles plongeant de plusieurs degrés en quelques secondes. Les flammes des bougies vacillèrent, bien qu'aucun courant d'air ne fut détectable. Puis, ce fut le début d'une manifestation comme Paris n'en avait jamais vu. Une douce lumière bleutée commença à émaner de Camille, s'intensifiant progressivement jusqu'à l'envelopper complètement. Ses cheveux flottaient légèrement,
comme soulevées par une brise invisible. Des voix, d'abord lointaines puis de plus en plus distinctes, emplirent la salle. Ce n'étaient pas des murmures indistincts comme lors des séances habituelles, mais des voix claires, reconnaissables, qui s'adressaient directement aux personnes présentes. Une jeune femme dans l'assistance éclata en sanglots lorsque la voix de son père récemment décédé évoqua un souvenir d'enfance que lui seul pouvait connaître. Le professeur Lambert laissa tomber son carnet de notes quand une équation sur laquelle il travaillait en secret fut énoncée avec précision par une voix désincarnée. Les objets dans la pièce commencèrent à se déplacer. Non pas de manière chaotique comme dans les séances truquées que le docteur Rousseau avait dénoncées, mais avec une grâce délibérée. Des livres s'ouvraient à des pages précises, révélant des passages significatifs pour certains spectateurs. Une montre à gousset s'éleva dans les airs, s'arrêtant devant la comtesse de Rochambeau, c'était celle de son défunt mari, qu'elle croyait perdue depuis des années. Le docteur Rousseau, bien que visiblement ébranlé, tentait de maintenir sa contenance. Il s'approcha de Camille, probablement pour l'accuser de quelque subterfuge, quand l'impensable se produisit. Une forme lumineuse commença à se matérialiser près de la table. D'abord floue, elle prit progressivement les traits d'une femme d'âge mûr, aux traits doux et au regard bienveillant. Le docteur chancela, son visage devenant livide. « Élise » murmura-t-il d'une voix brisée. L'apparition l'esprit de sa défunte épouse lui sourit tendrement. Sa voix, que tous purent entendre clairement, était empreinte d'une douceur infinie. « Charles, mon aimé, dit-elle, cesse de combattre ce que ton cœur sait être vrai. Ta rage contre le spiritisme n'est que le reflet de ta douleur, de ton refus d'accepter mon départ. » Le docteur tomba à genoux, les larmes ruisselant sur son visage. « Élise, pardonne-moi. Je ne pouvais pas. Je ne t'ai jamais quitté, Charles, poursuivit l'esprit. J'ai été présente à chaque instant, témoin de ta souffrance et de ta colère. Mais il est temps maintenant de laisser la vérité éclairer ton âme. » La scène était saisissante. Le grand salon des Beaux-Arts, habituellement théâtre de débats intellectuels et de joutes verbales, était devenu le lieu d'une réconciliation entre les mondes visibles et invisibles. L'apparition d'Élise dura plusieurs minutes, pendant lesquelles elle s'adressa non seulement à son mari, mais aussi à l'assemblée tout entière. Elle parla de la vie après la mort, non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité tangible qu'elle expérimentait. Ces mots, emplis de sagesse et d'amour, touchèrent même les plus sceptiques. Camille, toujours assise à la table, semblait dans un état de transe profonde. La lumière qui l'entourait pulsait doucement, en harmonie avec les paroles d'Élise. Marie, qui n'avait pas quitté son poste près de la porte, pleurait silencieusement, témoin privilégié de ce moment extraordinaire. Lorsque la forme d'Élise commença à s'estomper, elle adressa un dernier message à son mari, « L'amour, Charles, est le pont entre nos deux mondes. Ne le brise pas avec le doute et la colère. Laisse-le te guider vers la lumière de la vérité. » Puis elle disparut, laissant derrière elle un silence chargé d'émotions. La température de la pièce remonta progressivement, les bougies reprirent leur flamme stable, et Camille sortit doucement de sa transe. Le docteur Rousseau resta longtemps agenouillé, secoué de sanglots silencieux. Quand il se releva enfin, son visage était transformé. L'arrogance et le mépris avaient laissé place à une humilité nouvelle. La comtesse de Rochambeau fut la première à rompre le silence. « Je crois, dit-elle d'une voix tremblante, que nous venons d'être témoins de quelque chose d'extraordinaire. » Le professeur Lambert, encore sous le choc, acquiesça. Tous nos instruments ont enregistré des variations inexplicables. Les manifestations que nous avons observées défient toutes les lois connues de la physique. Un à un, les spectateurs vinrent présenter leurs excuses à Camille. Même les journalistes, venus dans l'espoir d'un scandale, prenaient frénétiquement des notes, conscients qu'ils allaient devoir rendre compte d'un événement qui marquerait l'histoire du spiritisme. Antoine s'approcha finalement de Camille, qui semblait épuisée mais sereine. « Tu as été extraordinaire, murmura-t-il en lui prenant la main. « Ce n'était pas moi, répondit-elle doucement. Je n'ai été qu'un instrument pour permettre à la vérité de se manifester. » Le docteur Rousseau fut le dernier à venir la voir. Ses yeux étaient rougis, mais son regard était clair. « Mademoiselle Dubois, dit-il d'une voix humble, je vous dois des excuses. Ma croisade contre vous et le spiritisme était motivée par ma propre incapacité à faire face à mon deuil. Je vous ai causé beaucoup de tort. » Camille lui sourit avec compassion. « Le pardon est le premier pas vers la guérison, docteur. Votre épouse vous a montré le chemin ce soir. » Cette soirée marqua un tournant décisif. Non seulement dans la vie de Camille et du docteur Rousseau, mais aussi dans l'histoire du spiritisme à Paris.
Les journaux du lendemain relatèrent l'événement en détail, et même les plus sceptiques durent admettre qu'ils ne pouvaient expliquer rationnellement ce qui s'était passé. Mais pour Camille, le plus important n'était pas la reconnaissance publique. C'était la certitude renouvelée que sa mission, aussi difficile fût-elle, était nécessaire. Elle était un pont entre deux mondes, permettant aux âmes séparées de se retrouver, au cœur brisé de guérir. Alors que la foule se dispersait lentement dans la nuit parisienne, Camille sentit une dernière fois la présence bienveillante d'Élise. « Merci » murmura l'esprit avant de s'évanouir complètement, laissant derrière lui une sensation de paix profonde. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Camille savait que rien ne serait plus comme avant. La vérité s'était manifestée d'une manière que personne ne pourrait nier, et avec elle, l'espoir d'une nouvelle compréhension entre les vivants et les morts. L'acceptation. Automne 1860. Les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Paris, portées par la brise fraîche d'octobre. La ville vivait une transformation, non seulement dans son paysage automnal, mais aussi dans son rapport avec le monde des esprits. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mémorable séance qui avait ébranlé les certitudes des plus grands sceptiques de la capitale. Le docteur Charles Rousseau, autrefois fer de lance de la lutte contre le spiritisme, se tenait debout devant l'Académie des sciences. La salle était comble, remplie de ses pairs, de journalistes, et de curieux venus entendre sa déclaration publique. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ajustait ses notes sur le pupitre. « Messieurs, mesdames, commença-t-il d'une voix qui portait le poids de l'humilité, je me présente devant vous aujourd'hui non pas en tant que détracteur, mais en tant qu'homme qui a été confronté à une vérité qu'il refusait obstinément de voir. » Un silence absolu régnait dans l'amphithéâtre. Le docteur poursuivit, sa voix se raffermissant à mesure qu'il parlait. « Pendant des années, j'ai mené une campagne acharnée contre le spiritisme et ses pratiquants. J'ai utilisé ma position et mon influence pour discréditer des personnes honorables, particulièrement une jeune médium du nom de Camille Dubois. Cette croisade personnelle était motivée non pas par la recherche de la vérité scientifique, comme je le prétendais, mais par ma propre incapacité à accepter la mort de mon épouse bien-aimée. Dans l'assistance, Camille écoutait attentivement, assise entre Antoine et Marie. Elle portait une élégante robe bleue, bien différente des tenues modestes qu'elle arborait quelques mois plus tôt. Son visage reflétait une sérénité nouvelle, celle d'une personne en paix avec sa mission. Le docteur Rousseau détailla alors les événements de la séance de juillet, décrivant avec une précision scientifique les phénomènes observés, les relevés des instruments, et bien sûr, l'apparition bouleversante de son épouse Élise. Son témoignage, venant d'un homme connu pour sa rigueur intellectuelle, eut un impact considérable. « Je ne peux plus nier l'évidence, déclara-t-il. Il existe des forces et des réalités qui dépassent notre compréhension actuelle. Notre devoir de scientifique n'est pas de les rejeter par principe, mais de les étudier avec objectivité. » Dans les jours qui suivirent, les journaux parisiens ne parlèrent que de cette confession publique. Le « Moniteur universel » titrait « Le plus grand opposant au spiritisme reconnaît ses erreurs ». Le « Figaro » consacra plusieurs pages à une analyse approfondie du phénomène, incluant des interviews de témoins de la fameuse séance. Camille, quant à elle, poursuivait son travail avec une autorité nouvellement acquise. Allan Kardec l'avait invitée à participer régulièrement aux séances de la Société parisienne des études spirites, où ses dons exceptionnels contribuaient à l'avancement de leurs recherches. Un soir d'octobre, alors qu'elle se promenait dans le jardin des Tuileries avec Antoine, celui-ci s'arrêta soudainement près d'une fontaine. Les derniers rayons du soleil nimbaient la scène d'une lumière dorée. « Camille, dit-il en prenant ses mains dans les siennes, ces derniers mois ont été extraordinaires. J'ai commencé comme un espion, envoyé pour vous discréditer, et je me retrouve transformé par votre force et votre authenticité. » Il mit un genou à terre, sortant un petit écrin de sa poche. « Accepteriez-vous de devenir ma femme ?» Les yeux de Camille s'emplirent de larmes de joie. « Oui, murmura-t-elle, 1000 fois oui. » Au même moment, une douce brise les enveloppa, portant le parfum distinct des roses, les fleurs préférées de sa mère. Camille sourit, sachant que sa mère manifestait ainsi sa bénédiction. Le mariage fut célébré au printemps suivant, dans une petite église du Marais. La cérémonie religieuse fut suivie d'une séance spirit intime, où les êtres chers disparus purent partager ce moment de bonheur. Marie, qui était naturellement leur témoin, rayonnait de joie. Antoine, qui avait repris son métier de journaliste, se consacrait désormais à la documentation et à la défense du spiritisme. Ses articles, publiés dans plusieurs journaux respectés, contribuaient à une meilleure compréhension de cette science nouvelle. À Lyon, Marie concrétisait son rêve. Dans un ancien hôtel particulier du quartier de la Croix-Rousse,
elle ouvrit la première école pour jeunes médiums. L'établissement, baptisé Institut des sciences spirituelles, accueillait des élèves de toute l'Europe. Camille y donnait régulièrement des cours, partageant son expérience avec une nouvelle génération de médiums. Elle insistait particulièrement sur l'importance de l'éthique et de la responsabilité dans l'exercice de leurs dons. Nos capacités ne sont pas un divertissement, expliquait-elle à ses élèves. Elles sont un pont sacré entre deux mondes, un moyen de consoler les âmes en peine et d'apporter la preuve que l'amour transcende la mort. Le docteur Rousseau, profondément changé par son expérience, devint un allié précieux. Il mit ses compétences scientifiques au service de la recherche spirite, développant de nouveaux instruments de mesure et protocoles d'observation. Sa collaboration avec Kardec donna naissance à plusieurs ouvrages qui firent autorité dans le domaine. Un soir, alors qu'elle écrivait dans son journal intime, Camille fut envahie par une sensation familière. La présence de sa mère, toujours aussi bienveillante, l'enveloppa comme une douce étreinte. « Ma chérie, entendit-elle distinctement, tu as dépassé toutes nos espérances. Tu as non seulement accepté ton don, mais tu as aidé les autres à accepter cette vérité fondamentale, l'amour ne meurt jamais. » Émue, Camille trempa sa plume dans l'encrier et écrivit ces mots qui allaient devenir célèbres. « Les esprits ne nous quittent jamais vraiment. Ils nous guident, nous protègent, et parfois, à travers des âmes comme la mienne, ils nous rappellent que l'amour transcende la mort. Notre monde n'est qu'une partie d'une réalité plus vaste, plus belle, où chaque âme poursuit son chemin vers la lumière. » Les années qui suivirent virent le spiritisme gagner en reconnaissance et en respectabilité. L'Institut de Marie devint un centre d'études reconnu, attirant des chercheurs et des étudiants du monde entier. Camille partageait son temps entre Paris, où elle travaillait avec Kardec, et Lyon, où elle formait la nouvelle génération. Antoine continua son travail de documentation, publiant plusieurs livres sur les phénomènes spirites observés scientifiquement. Son objectivité et sa rigueur journalistique contribuèrent grandement à la crédibilité du mouvement. Le docteur Rousseau, dans ses dernières années, créa une fondation dédiée à la recherche sur la communication entre les mondes. Il maintint jusqu'à la fin une correspondance régulière avec l'esprit d'Élise, grâce à la médiation de Camille. Un jour d'automne 1875, alors que Camille donnait une conférence à l'Institut, elle s'arrêta soudainement au milieu d'une phrase. Un sourire lumineux éclaira son visage, et elle dit à son auditoire, « Je viens de recevoir un message du docteur Rousseau. Il est parti paisiblement ce matin, et il a retrouvé son Élise. Il me charge de vous dire que tout ce que nous enseignons ici est vrai, et que l'amour est effectivement la force qui unit tous les mondes. » La nouvelle fut confirmée quelques heures plus tard par un télégramme de Paris. Dans les années qui suivirent, Camille continua son œuvre avec une énergie inépuisable. Son nom devint synonyme de sagesse et d'intégrité dans le monde du spiritisme. Elle forma des centaines de médiums, toujours attentives à leur enseigner l'importance de l'humilité et de la responsabilité. Son journal intime, publié après sa mort, devint un ouvrage de référence pour les générations futures de médiums. On y trouvait non seulement le récit de ses expériences, mais aussi une profonde réflexion sur la nature de la vie, de la mort, et des liens qui unissent toutes les âmes. La mort, écrivait-elle dans ses dernières pages, n'est qu'un voile ténu entre deux états de l'être. Notre rôle de médium n'est pas simplement de soulever ce voile, mais d'aider les âmes des deux côtés à comprendre que l'amour est le fil d'or qui traverse toutes les dimensions de l'existence. Camille et Antoine eurent une vie longue et heureuse, consacrée à leur mission commune. Leur maison parisienne devint un lieu de rencontre pour les chercheurs en spiritisme du monde entier, un endroit où science et spiritualité coexistaient harmonieusement. Marie, de son côté, vit son institut devenir une institution respectée internationalement. À sa mort, en 1890, elle légua l'établissement à Camille, qui continua à y enseigner jusqu'à ses derniers jours. L'histoire de Camille Dubois, la jeune médium de Lyon devenue une figure majeure du spiritisme, continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'au-delà. Son message d'amour, de sagesse et d'acceptation résonne encore aujourd'hui, rappelant à tous que les liens entre les âmes sont éternels. Fin.